Je m'appelle Claire Nouvian, je suis la fondatrice et la directrice de l'ONG Bloom. Alors nature, déjà ça m'inspire cette séparation factice de nature, humain, je comprends pas. Enfin, nature, la nature c'est quoi? C'est la planète Terre, c'est tout. Donc cette distinction nature et humanité ne fonctionne pas puisqu'on fait partie de la nature. On est, comme dit Baptiste Morisot, le philosophe, il dit la vie a besoin de la vie. Alors, il peut pas y avoir de vie sans autre vie. La vie n'existe pas seule. On n'existe pas seul. On existe en tant qu'être vivant parce qu'on est lié, connecté et qu'on a partie liée avec tout le vivant et le non-vivant autour de nous. Tous les cycles chimiques, géologiques, biologiques. Et il faut avoir vraiment perdu la mémoire pour croire que ça se passe autrement. Il faut vraiment être très ignorant de l'évolution du vivant sur Terre, du fait qu'on était des êtres marins, que ça nous a pris des millions d'années pour d'abord se constituer en tant que mammifère qui finit par devenir bipède, et que dans ces embranchements, on a la capacité de coopération et la capacité de langage qui nous a permis de nous organiser mieux que les autres et de devenir une espèce, non pas une espèce adaptée à son milieu en interaction avec les autres espèces, mais une espèce invasive qui a fini par dominer l'ensemble de la biomasse de tous les vertébrés. Et une espèce qui éradique les autres espèces, c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de la planète. On a eu plein de cas de figure d'extinction, mais cette 6e grande extinction de masse qu'on connaît, c'est la première fois qu'elle est générée par une espèce parmi les autres, nous. Donc nature, la nature, on n'a pas compris ce que c'était. Et dans le futur, s'il reste des humains, ce qui est probable, même si on estime qu'un réchauffement à 3 degrés global, on aura environ 4 milliards d'humains en termes de pertes, donc la moitié de l'humanité, ce qui est impensable. Ceux qui resteront seront obligés d'apprendre à vivre, et d'apprendre à vivre au sens philosophique, puisqu'on ne sait pas vivre, on sait détruire. Et Edward Wilson, le grand écologue et penseur américain, disait l'humanité ne se définit pas parce qu'elle construit, mais parce qu'elle choisit de ne pas détruire. Je pense que ça s'applique vraiment bien. Je vois que les choses changent. C'est vraiment étonnant. La précipitation de la menace militaire a fini par faire percoler la menace climatique et pas encore la perte de biodiversité. Ça, par contre, je crois que tout le monde s'en fiche. Mais du coup, la menace climatique, elle est d'un coup plus réelle pour les gens. Et je crois aussi la menace de l'effondrement démocratique avec ce qui se passe aux États-Unis. Donc ce cocktail explosif, il a été annoncé par tous les chercheurs, par tous les sociologues, économistes, climatologues, spécialistes de la biodiversité, etc. Et il se produit. Dès 1972, Dennis Meadows et tous les co-auteurs de Dennis Meadows au MIT, quand ils préparaient la commande du Club de Rome, et ce qui allait devenir le rapport Les limites à la croissance, avaient tout vu en fait de ce qui se produit aujourd'hui. Ils nous avaient prévenus. Ils n'avaient même pas encore tant que ça, le changement climatique, dans le collimateur. Ils étaient vraiment juste sur les extractions de ressources, la destruction des écosystèmes et la déstabilisation, en gros, du système Terre. Maintenant, les gens croient, les gens voient, mais il se passe rien parce que on se réveille trop tard. Et c'était ça le sujet. Le sujet, c'est de se dire, si on se réveille à temps, alors on aurait écouté Edward Snowden, on aurait écouté Julian Assange, on aurait fait ce qu'il fallait pour en fait mettre plus de démocratie là où on était en déficit de démocratie. Et je ne sais pas comment, quand on a lâché prise et qu'on a accepté le recul de nos libertés, privées et publiques,
Je ne sais pas comment, alors qu'on a le plus besoin de démocratie, on a le plus besoin de ce que est supposé faire la démocratie pour nous, c'est-à-dire protéger l'intérêt général, arbitrer et guider un pays pour l'intérêt général, c'est-à-dire pas pour les intérêts particuliers, mais pour le dépassement des intérêts particuliers. Au moment où on a détruit la démocratie, je ne sais pas comment on va faire face aux autres problèmes, structurellement. Et je vois une solution, si j'en avais une seule structurelle à promouvoir, et que j'avais un bâton magique, une baguette magique, je dirais, il nous faut de la démocratie, plus que jamais. Et donc, il nous faut casser les structures actuelles du pouvoir. On voit qu'en gros, on a des politiques corrompues, et je le dis très gravement, parce que des entités politiques, des partis ou des individus politiques qui œuvrent pour les lobbies industriels, pour le secteur privé, et qui d'ailleurs ont des entités qui sont financées par les industriels et qui ont partie liée avec des industriels qui sont ceux qui ont détruit le monde et le principe même de l'équité. On ne va pas s'en sortir avec ces individus-là. Donc je pense que ça fait très longtemps que les spécialistes, que ce soit des politologues ou des sociologues, qui observent en fait l'état de santé de nos démocraties, nous disent les institutions qui nous ont mis dans la situation chaotique dans laquelle on est ne peuvent pas être les institutions qui nous en sortent. Et je crois que là, on touche exactement aux limites structurelles du problème auquel on fait face. Et on voit que tous les prétextes sont bons à faire reculer les libertés de façon à prendre un ascendant absolu sur les citoyens. Et on l'a vu avec la crise du Covid, on le voit maintenant avec la loi sur le narcotrafic, qui est une loi sur la surveillance en fait. Et au prétexte de lutter contre le narcotrafic, ce qui est absolument primordial, et je suis absolument d'accord que le narcotrafic, c'est finalement un gangrénage de la société sur des formes très très concrètes de la corruption, donc il faut lutter absolument contre ça, mais pas au prix des libertés publiques et pas au prix d'un renforcement de la capacité de surveillance d'un État répressif. Déjà, on est déjà, la France, l'État le plus réprimandé par les Nations Unies sur notre répression ultra-violente des militants, et notamment des militants écologistes. Vraiment, on ne peut pas aller plus loin sans vraiment perdre beaucoup. Donc voilà, je pense que si on avait une seule solution magique, moi, je la ferais passer par des conventions citoyennes et par une refonte de la gouvernance des entreprises. Je pense qu'on pourrait se laisser inspirer par ce qu'il se passe en ce moment en Espagne. Et moi, le seul petit point de lumière, je vous le dis, je n'ai plus de lumière, quoi. Les feux se sont éteints. J'ai de la combativité, ça j'en ai à revendre, et je pense que c'est quand l'horizon s'obscurcit comme jamais qu'on va peut-être pouvoir faire des choses enfin. Mais le seul point de lumière, il vient d'Espagne. En Espagne, le gouvernement de gauche, une vraie gauche, a demandé à la sociologue et politologue belge Isabelle Ferreras d'organiser une commission sur la démocratisation de la gouvernance des entreprises. En disant en gros, si des entreprises sont structurées par conseil d'administration, qui ont un actionnariat qui a intérêt à des gains très hauts et très rapides, ça veut dire que la structure même de la performance économique de la société, de l'entreprise, ne peut aller que contre les intérêts de nous tous en tant que collectif. Donc contre le rythme de la nature, contre la finitude des ressources, contre la possibilité du climat et contre les cadences humaines des gens qui, en fait, sont les travailleurs de l'entreprise, qui sont les vrais créateurs de richesse. Et si on passe pas par une démocratisation de la gouvernance des entreprises, on sera toujours dans cette, disons, accélération plutôt de la fin du capitalisme financiarisé, mais au prix de la déstabilisation irréversible du système Terre.
Non, maintenir l'engagement, ce serait facile. Enfin, c'est de plus en plus facile, j'ai envie de dire, hein. Plus le monde s'effondre, plus on voit les structures mêmes de la destruction se confirmer et s'accélérer, plus c'est facile de s'engager, je trouve. La question de l'engagement, elle est évidente, enfin, et je pense qu'elle va devenir de plus en plus évidente pour beaucoup de gens. Donc c'est plutôt la question du moral, je trouve. En effet, c'est qu'il y a des moments où c'est dur pour le moral, pour nous tous, de lire la réalité de ce qu'on est en train de ce qu'on a déjà fait. D'abord, commençons. Tout ce qu'on a déjà détruit, c'est dur. Et c'est dur de voir que l'avenir n'a qu'un grand tunnel sombre. Je trouve ça dur pour les enfants. Je trouve ça triste, en fait. Et en fait, ce que je fais, c'est que j'accueille ça quand ça arrive. Parce que je sais pas être triste pendant des jours d'affilée. Enfin, on rencontre des gens formidables qui se mobilisent. Et moi, j'ai travaillé avec une équipe quand même exceptionnelle. Et du coup, on rit comme des fous. Puis on gagne quand même pas mal de combats. Donc ça va. On s'énergise par nos victoires aussi. Mais oui, globalement, on voit bien par contre qu'on peut gagner encore quelques batailles, mais qu'on a perdu la guerre. Et je me laisse traverser par la tristesse quand ça arrive. Je pense qu'il faut aussi accepter le deuil. C'est aussi une des leçons de tous ceux qui ont alerté, tous les chercheurs qui ont alerté avant les autres, il y a 50 ans, il y a 40 ans, il y a 30 ans. Ils disent tous la même chose. Ils ont tous quand même conclu qu'en fait, on peut essayer de changer le système, mais c'est comme se taper la tête contre un mur, en fait. Et on se fait très mal à la tête. Le mur, il n'a pas bougé. Donc ça, je pense qu'il faut en prendre la mesure et se dire, essayer de changer le système, c'est une nécessité individuelle et collective. Je vais faire ce que je peux. Je n'y arriverai pas, mais j'aurai quand même des bouts de victoire et ça, c'est important. Et toutes ces victoires comptent. Et aussi, elles préparent l'avenir. Parce que le capitalisme va s'effondrer. C'est pas une question de savoir si... Voilà, non, c'est une question de quand. Il va s'effondrer. Il n'y a pas d'autre choix. Donc, il faut préparer après. Ouais, je pense qu'en fait, on doit se mobiliser. C'est vraiment ça le sujet. Continuer à être mobilisé vraiment fort. En même temps, il faut se préparer. C'est important de se préparer. Et autant se préparer à la dureté du monde qui vient. Et cette préparation, elle est intéressante parce qu'elle oblige à quitter tout ce qui n'était pas intéressant du monde dans lequel on vit là. Donc finalement, quand on fait le deuil, c'est le deuil de toutes les pertes passées, mais c'est certainement pas le deuil de la société qui a caractérisé le développement humain, en fait, de violence, de barbarie, de viol, de mutilation, de génocide, de violence insupportable, en fait, contre les humains et les non-humains. Et j'ai aucun regret pour ce monde-là s'il s'effondre. Et je préférais que ce monde-là disparaisse sans heurts et sans perte. Ça va pas être comme ça. Il va disparaître, mais il y aura du sang sur les murs. Et donc, je pense que se préparer, c'est aussi armer notre générosité, c'est armer notre empathie, c'est armer notre solidarité. Ça veut dire revisiter notre attachement au bien, se rappeler que ce qui fait notre bonheur et et puis c'est prouvé par la science, c'est les liens. Et donc, se préparer, c'est tout ça. C'est quitter, c'est se désintoxiquer du marketing invasif qu'on nous a mis dans le crâne, des représentations, y compris du bonheur individuel et même du bonheur conjugal, tout ça. C'était des constructions qui correspondaient en fait à une société patriarcale et une société de marketing et de consommation de biens, de consommation de choses matérielles. C'était une parenthèse glauque, en fait, quand on voit là où elle nous mène. Et moi, je trouve déjà plus gai cette forme de préparation du monde dans lequel les autres vont être obligés de vivre un jour. Nous, les militants, on est déjà dedans. C'est-à-dire qu'en fait, on a déjà dans nos ordres de priorité les liens. Et c'est ça qui nous unit. C'est pour ça que nos luttes sont gaies.
C'est pour ça qu'on rencontre des gens formidables et que je changerais ma position pour rien au monde. Mais c'est un détachement. Le deuil, quand on le traverse, c'est une forme de détachement pour être au bon endroit, à la bonne échelle, et garder sa combativité et même la nourrir du fait qu'elle est à la bonne échelle, au bon endroit. Et il y a toutes les échelles. Il y a le global, il y a l'intermédiaire et il y a l'individuel. Et à tous les étages, il se passera des choses. Et l'échelle individuelle, c'est ultra riche. L'échelle collective, elle est hyper gaie. Il faut se préparer aussi à apprendre à vivre ensemble. Enfin, c'est pas Gandhi qui disait apprendre à vivre comme des frères, sinon on va tous mourir ensemble comme des idiots. Bon, je l'ai tout à fait mal dit, mais c'était un truc de cet ordre-là, et je pense que voilà, on y est. Et donc, se préparer à la gouvernance, à la résolution des conflits, apprendre à résoudre tous nos conflits par la parole. Et en fait, on sera prêt à être des êtres profondément différents. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est dingue, c'est que ce que vous faites de vos journées, ça façonne qui vous êtes. Enfin, quand on travaille chez Total Energy et que toute la journée, on écoute les balivernes d'une entreprise qui a menti depuis 1971 en créant du doute au lieu d'agir pour nous mettre à l'abri de politiques en fait climaticides et donc écocidaires au niveau global, globocidaires, on n'est pas la même personne que la personne qui travaille avec nous chez Bloom à se battre contre les mensonges des industriels. Ça vous façonne. Et donc être connecté au cercle militant qui avance sur les questions de gouvernance, d'organisation de la société, de la distribution de parole, d'équité, d'accueil, de ce qu'on est dans toutes nos différences, etc. Ça crée des individus, mais vraiment géniaux à côtoyer. Pas parfaits, mais armés pour pouvoir résoudre leurs imperfections de façon collective, en accueillant là où on en est, chacun dans sa subjectivité, de nos besoins différents. Donc la préparation est intéressante. C'est bizarre que ça tombe sur nous, cette génération, en fait, de devoir faire tout ça, tout ce travail. Mais en vrai, vraiment, je préfère ma génération à la génération des 68 arts, par exemple. Avant de mourir, ma mère, emportée par un cancer comme tout le monde, et beaucoup de gens dans ma famille, puisqu'il y a une contamination quand même généralisée de la société et des corps humains. Avant de mourir, vraiment, ma mère est pure 68 arts, de 20 ans en 68, ouais, c'est ça, 20 ans en 68. Et elle m'a dit, sur son lit de mort, elle m'a dit, dans quel monde je vous laisse, mes enfants? Et ça m'a brisé le cœur, quoi. Je me suis dit, mais c'est tellement vrai. C'est triste parce qu'elle se dit, je peux pas protéger les enfants que j'ai mis au monde. Et moi, je m'en vais avant eux, ce qui est trop tôt, alors qu'elle avait une énergie folle. Et puis voilà, le cancer a brisé sa vie. Et en même temps, c'est triste de se dire, notre génération a brûlé la planète par les deux bouts. Moi, je pense que sur mon lit de mort, je dirais en effet dans quel monde je vous laisse mes enfants, mais sans me sentir responsable. Je me sentirais pas responsable. Je me dirais, j'ai fait ma part quand même. En 2025, moi, je pense que comme les choses se sont tendues, qu'on a perdu les puits de carbone terrestres en grande partie, on a vu l'effondrement des forêts comme puits de carbone en 2023. En 2024, on a perdu le puits de carbone arctique qui est devenu émetteur et qui n'absorbe plus autant de CO2 qu'il le faisait auparavant avec la fonte du permafrost et la libération du méthane. Donc je me dis, je vois les signaux du fait que les gens sont en train de se réveiller sur le rôle central de l'océan. Ils sont en train de réaliser qu'on est sur une planète dont 98% de l'eau se trouve dans l'océan et qu'il n'y a pas de stabilité du climat sans une stabilité de l'océan, qu'il n'y a même pas une stabilité des cycles de pluie, de la répartition de l'humidité, de la répartition de la chaleur, de la limitation du nombre d'ouragans, de tempêtes, de cyclones, de phénomènes de gouttes froides, etc., sans une stabilisation de l'océan. Et l'océan s'est déjà réchauffé d'environ 1 degré, en gros, depuis en une centaine d'années. Et c'est énorme, 1 degré, pour l'océan. Et on peut l'imaginer déjà sur les effets sur les animaux, par exemple. Si nous, on devait vivre tout le temps à 38 degrés 2,
On serait pas au même état que quand on est à 37 degrés 2. Voilà. Donc, ça a généré déjà des mortalités de masse, des répartitions absolument sidérantes de migration animale à travers la planète. On est en train de vider les eaux équatoriales parce que les animaux cherchent physiologiquement une température plus adaptée à leur corps, etc. Et ça change évidemment les courants. Et ça, c'est la grande inconnue, avec des scénarios qui sont établis par les chercheurs, du fait que si on modifie les courants marins, ça peut être un rideau de fin pour l'habitabilité de la planète, en gros. Et donc, en 2025, c'est la conférence des Nations Unies sur l'océan qui va être accueillie par la France à Nice. Le 30 et 31 mars, on a déjà un premier sommet qui s'appelle SOS Océan d'Emmanuel Macron au Trocadéro. Donc, on a des attentes très claires vis-à-vis du gouvernement français. Pour l'instant, le gouvernement français est absolument déterminé à protéger les destructeurs de l'océan. Et il faut absolument que le gouvernement se mette à faire de la vraie protection de l'intérêt général des citoyens et des pêcheurs artisans, et non pas les gros pêcheurs industriels. Et donc, on a des demandes assez claires, en fait. Si on veut vraiment sauver nous-mêmes du désastre absolu, il faut arrêter d'émettre de nouveaux projets. Il faut arrêter de développer de nouveaux projets d'extraction d'hydrocarbures, parce qu'il faut alors absolument arrêter d'émettre des gaz à effet de serre. Il faut dire non à la pêche industrielle. La pêche industrielle, il faut quand même se rendre compte qu'au niveau global, elle a réduit en gros les biomasses de poissons sauvages dans l'océan d'environ 95% en un peu plus d'un siècle. C'est-à-dire qu'on a vidé l'océan. Et ça, c'est plus possible, en fait. On a besoin du vivant, on a besoin des espèces, on a besoin de leur donner des espaces de résilience, on a besoin de leur laisser la possibilité de se reproduire et de repeupler l'océan. Et il faut arrêter de soutenir avec l'argent public les pêches industrielles qui, évidemment, quand il y a si peu de poissons à pêcher, sont devenus entièrement dépendants des subventions publiques. Donc, en fait, ce massacre de l'océan n'aurait pas lieu si on ne finançait pas tout ça avec l'argent public. Donc, nous, on dit non aux nouveaux projets d'extraction d'hydrocarbures, non à la pêche industrielle, et oui à une véritable protection de l'océan. Aujourd'hui, les aires marines protégées, dites protégées, ne le sont absolument pas. On peut pêcher avec des méthodes de pêche ravageuses, comme le chalutage pélagique ou le chalutage de fond, qui sont des méthodes qui tirent des filets à travers la colonne d'eau. Donc, soit le chalutage pélagique, c'est des filets qui sont tractés à travers l'eau. Le chalutage de fond, c'est des filets qui sont tractés sur les fonds. Et dans les deux cas, ça prend absolument tout ce qu'il y a. Donc, c'est une catastrophe écologique qui est financée par nos impôts. Donc, c'est très simple. Personne n'en veut, à part les lobbies industriels. Donc, il va falloir obtenir ça. Il va falloir obtenir ça. Il va falloir obtenir que protéger l'océan, c'est hyper simple. Il suffit d'arrêter de le détruire. Et il va falloir qu'on soit très nombreuses et nombreux à le demander.